Le deuxième jour dans le bunker, on a tous su que les Argent se battaient contre quelque chose. Théo est allé voir sur les caméras de surveillance. Les caméras de surveillance externes nous ont donné une vue exacte de l'extérieur. Les caméras externes du bunker, au-dessus de nous, à 1773 km au-dessus, à 1778 km au-dessus. Le bunker avait un impact externe de ce qu'il se passait à l'extérieur. Il y avait les Argent dans la forêt. Un char s'était garé sur le côté. Un pick-up noir s'était garé sur le côté, à côté du char, qui attendait patiemment dans le noir. On pouvait voir que les néants, l'obscurité et les profondeurs de la forêt commençaient à s'étaler sur toute la forêt. On ne voyait plus les arbres. On n'entendait plus les branches. Le vent avait disparu. Les branches et les arbres, les feuilles par terre, étaient intactes, ne bougeaient plus. Les Argent sortis du bunker, sortis du char d'assaut et sortis de la voiture, le pick-up noir aux vitres teintées qui s'était parqué dans la forêt. Les Argent étaient revenus de leur bunker, au plus profond de la forêt, dans l'endroit noir, sombre et obscur, l'endroit qu'on appelle les ténèbres de la forêt, le sombre endroit de la forêt. Les bunkers des Argent y étaient placés. Les bunkers des Argent y étaient placés dans l'obscurité de la forêt. Ils y étaient revenus en pick-up, le même pick-up qui s'était garé à côté du char d'assaut, qui s'était disposé à côté d'un arbre sur lequel les branches étaient en train de tomber. Cet arbre mort sur lequel les branches étaient en train de tomber, on pouvait les entendre à l'intérieur. On pouvait entendre les branches tomber. Cela faisait un bruit sourd. Nous étions dans les remparts du bunker, dans les couloirs, et nous entendions, à travers les murs, à travers les parois en fer, en acier trempé, en plomb et en métal, on pouvait entendre résonner les branches qui tombaient par terre, les racines qui frappaient contre les murs. Soudainement, les caméras sont devenues noires, n'ont plus rien filmé. On a pu remarquer qu'à force d'entendre les arbres tomber, à force d'entendre les coups de feu, à force d'entendre les racines frapper contre les murs, contre les parois, on a commencé à en détruire, on a commencé à en déduire, on a commencé à voir à l'extérieur que tout se détruisait, on a commencé à voir que tout se détruisait, on a commencé à remarquer, à sentir que tout autour de nous était en train de se détruire l'enceinte de notre bunker. C'était notre premier jour à l'extérieur. Nous étions sortis avec les voitures, avec les pick-up, avec les chars d'assaut. Premier jour à l'extérieur pour ceux qui habitaient dans le bunker. Théo, Liam, Derek. Nous étions sortis. Nous étions sortis et nous allons livrer bataille. Nous allons livrer bataille. Nous étions sortis. Nous nous étions armés. Après être sortis, nous avons remarqué qu'il n'y avait plus de pick-up. Il n'y avait plus de char d'assaut. Il n'y avait plus de branches par terre. Quelque chose était passé. Il y avait une énorme lacération par terre. Des traces de mains, des traces de griffes sur les arbres. Les arbres étaient tombés. Les troncs étaient déchirés. La cime des arbres était brûlée. L'écorce était calcinée. Ça sentait le cramé, ça sentait le feu de bois, ça sentait la chair, ça sentait le sang. Les racines, enfoncées dans le sol, frappaient les parois de notre bunker. On pouvait l'entendre jusqu'ici. Dans la salle des machines était resté Derek. Il y avait remarqué quelque chose après avoir entendu un bruit suspect. Il avait été prendre son sac sur le porte-manteau.
une veste, la veste de la combinaison, qu'il avait mis par-dessus son t-shirt noir. Par-dessus son t-shirt noir, il avait mis la veste de la combinaison. Il s'était installé avec son sac, dans lequel il y avait des instruments pour réparer la salle des machines. Et soudainement, il a entendu un tout petit bruit, léger et infime, qui venait de nulle part. Ce même bruit qu'il entendit une nouvelle fois, il n'y prêta pas attention. Il réparait ce qu'il voyait. Et ce bruit qu'il réentendit une nouvelle fois, il vit que entre les moteurs de la salle des machines, entre les pistons qui faisaient fonctionner l'énergie, entre l'énergie qui faisait fonctionner la salle des machines, entre la salle des machines et les moteurs pour l'essence, le diesel, qui nourrissaient les voitures et la batterie des voitures, les pick-up et les chars d'assaut, il y avait un jeune enfant dans une couverture noire, une couverture brune, une couverture grise et une couverture blanche. Ce jeune enfant pleurait. Entre la salle des machines, le diesel, le gasoil, l'essence et tout ce qui nourrissait les pick-up, les voitures, les chars d'assaut et les véhicules de sortie, il y avait cet enfant qui était entre la salle des machines, entre les murs et entre le bureau, de là où se trouvait le point principal, le point culminant, de là où se trouvait la salle des machines. Le point culminant de là où se trouvait la salle des machines n'était pas le point le plus haut. Pour nous, ce qu'on appelait le point culminant dans le bunker, ce n'était pas le point le plus haut, c'était le point le plus bas. Dans le point le plus bas se trouvait la salle des machines, notamment l'endroit dans lequel se trouve la partie qui nourrit l'énergie, qui nourrit le gasoil pour les pick-up, pour les véhicules de sortie. Cette partie du bunker est une partie très importante. Elle est sous terre, elle a été placée sous terre, tout comme le bunker, mais beaucoup plus profond, à 8000 km sous terre. À 8000 km sous terre, ce bunker a été placé, cet endroit a été placé, nourrissant les batteries, nourrissant les pistons, nourrissant l'énergie, ainsi que le gasoil, l'électricité, l'essence et dont on a besoin pour les pick-up, les bunkers, ainsi que tout fonctionnement énergétique du bunker. Tout fonctionnement énergétique des bunkers, on y a placé un endroit, un cylindre, dans lequel se trouvent différentes choses qui peuvent servir à nourrir un pick-up, qui peut servir à remplir un pick-up, un véhicule de transport. On y a placé une cuve dans laquelle on y place de l'essence, dans laquelle cette cuve trie l'essence avec le gasoil, trie le gasoil avec l'essence, trie le diesel avec le gasoil, ainsi que l'essence qui est triée là-dedans se transforme en un produit essentiel qui nourrit l'électricité, qui nourrit l'entièreté de la salle des machines. La salle des machines est nourrie grâce à cette cuve qui disperse l'essence dans les moteurs électriques qui font tourner les pistons qui font fonctionner l'énergie qui transmet l'essence jusqu'au pick-up, jusqu'au véhicule de transport, jusqu'au char d'assaut, le gasoil qui parcourt l'entièreté du bunker. À la salle des machines, il a trouvé en dessous de ce piston, en dessous de la salle des machines, en dessous de cette cuve, Derek avait trouvé un jeune enfant, dans une couverture, qui pleurait. Il était presque déjà asphyxié par l'odeur de l'essence, du gasoil, du diesel. Il l'a directement emmené chez Dithan, qui l'a analysé, et qui a remarqué que cet enfant avait les gènes d'un louveteau. Il ne s'était pas encore transformé, il n'avait pas encore ouvert les yeux. Il pleurait. Il était presque asphyxié, il aurait pu mourir si Derek ne l'avait pas sorti de là. Il l'avait emmené là. Pendant quelques jours, cet enfant est resté là. Sagement, il est resté là pendant quelques jours.
Aussi longtemps qu'il le fallait, il est resté là. Un jour, Liam est venu lui rendre visite, voir cet enfant dont Derek nous avait parlé. Dans la salle des machines, aussi compliquée qu'elle puisse paraître, cette cuve qui triait l'essence, le diesel et le gasoil, qui dispersait un modèle différent que ce qu'on avait pensé, ce modèle différent que ce qu'on avait pensé, de gasoil, d'essence, qui était dispersé à travers l'énergie, les pistons qui nourrissaient l'énergie qui était répandue dans tout le bunker, qui nous éclairait, qui faisait en sorte que les caméras d'extérieur nous montrent des affiches d'images de ce qu'il se passe. Des affiches d'images, des images concrètes, des photographies retenues, des moments qui ont été retenus sous forme de photos, qui sont montrés à l'image sur des écrans. Des affiches qui nous montrent ce qu'il y a dehors, qui sont imprimées et qui par la suite sont analysées par Derek, qui sont imprimées par Deaton, qui sont donc ensuite analysées par moi, Théo. Théo qui analysait les images, qui les imprimait, qui les regardait, qui en faisait des plans, qui montrait où il pouvait aller, où il ne pouvait pas aller. Leur premier jour dehors a été difficile, a été compliqué. Plus que dévastateur, Allison était obligée de tirer sur eux, sinon son propre père s'en prenait à elle. Son propre père s'en prenait à elle si elle ne tirait pas. Elle était obligée de tirer. Elle faisait semblant parfois de tirer à côté pour qu'on puisse avoir une chance de les attaquer. Un jour, je me suis attaqué à Chris. J'ai retourné son arme contre lui. J'ai essayé de tirer, mais j'ai tiré dans son épaule. Il s'est relevé. Il a repris son arme par terre. Il m'a regardé. Il a avancé. Avançant sans gêne, il a commencé à marcher de plus en plus vite. Je me suis reculé. Je me suis métamorphosé derrière un arbre. Je me suis métamorphosé en loup gris et noir, les yeux rouges. J'ai sauté sur lui. Je lui ai mangé le bras. Je lui ai arraché la chair. J'ai enfoncé mes crocs et mes dents à l'intérieur de sa chair. Je lui ai dévoré les muscles. Je lui ai arraché les tissus musculaires. Je me suis acharné sur lui, rien que parce qu'il faisait du mal à Allison. Je suis rentré dans le bunker. J'avais récupéré son arme. Je me suis métamorphosé. J'ai regardé son arme. Je l'ai disposée sur la table. J'ai sorti la balle qu'il y avait à l'intérieur. La balle qu'il y avait à l'intérieur, le deuxième jour, était une balle en argent, faite pour tuer les loups, à travers laquelle il y avait disposé à l'intérieur de l'aconite. Ce même soir, en sortant de la salle des machines, en sortant de la cuve qui était en train de trier les détriments toxiques, la cuve qui était en train de trier les détriments toxiques, tels que l'essence, le diesel, le gasoil, tous ensemble étaient triés, faisant des détriments toxiques. On en avait sorti l'enfant, il était guéri, il était en cage, le jeune loup qu'il y avait à l'intérieur dormait. Je l'ai regardé pendant longtemps, je me suis accouru devant lui, jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux, qu'il me regarde avec une oreille levée, qu'il m'écoute et qu'il m'entende. Je suis parti, je n'ai pas voulu le réveiller. J'ai alors pris la balle, remplie d'aconite du loup, je l'ai mis sous vitrine, et je n'ai plus jamais touché à ce fusil. Le jour suivant, lorsqu'on dormait tous, la nuit, on a entendu quelque chose tomber dans les couloirs. Je me suis alors dirigé vers le couloir. J'ai marché vers les couloirs, je me suis dirigé à l'intérieur, et j'ai commencé à voir de la fumée arriver vers moi. J'ai entendu quelque chose tomber, une deuxième, puis une troisième. J'ai remarqué que ce qu'il y avait par terre n'était pas un simple lampadaire qui avait décliné, qui n'illuminait plus, qui était tombé par terre. Ce n'était pas une lampe qui n'illuminait plus, ce n'était pas une vibration de la terre qui avait fait tomber un lampadaire. Ce n'était pas quelque chose qui était tombé. C'était un fumigène qui avait été lancé par les Argent, qui dispersait à l'intérieur du bunker de la fumée faite à partir d'aconite. Nous étions tous en train d'étouffer. Lorsque derrière nous est arrivé Deaton, avec des masques, avec des combinaisons, qu'il nous a distribués les uns après les autres, nous avons commencé à mettre les masques. Nous les avons clipsés derrière notre tête. Ensuite, nous avons marché. Nous sommes sortis. Nous avons laissé le bunker s'aérer. Pendant 3 jours, nous sommes sortis. Nous avons été au second bunker. Nous y avons enfermé Deaton. Nous y avons enfermé Derek. Par la suite, je suis rentré avec Liam.
Allison nous avait rejoints ce jour-là. Ce soir-là, elle nous avait rejoints. On était dans le deuxième bunker. Elle nous avait rejoints. Elle avait lâché son arme. Elle avait dit que plus jamais elle n'aiderait son père à tirer sur nous, à s'en prendre à nous, et que cette force surnaturelle à l'extérieur est plus puissante que ce qu'ils ne pensaient, qu'ils allaient sûrement perdre la guerre s'ils continuaient à se battre. S'ils continuaient à se battre, qu'ils essayaient de persévérer, qu'ils continuaient à se battre, et qu'ils s'acharneraient sur cette force surnaturelle. Plus ils s'acharnent, plus ils continuent à se battre, plus elle grandit, plus elle aime ça. Cette force surnaturelle est une ombre noire, sournoise, avec deux yeux qui frétillent à travers la lumière de la nuit. À travers la lumière de la nuit, ces deux yeux qui frétillent, qu'on peut voir illuminer, se fermer, se refermer, s'ouvrir et nous regarder sans relâche. Ces yeux blancs qui sont brillants, qui ressemblent à des miroirs. Ces yeux blancs qui nous regardent, nous font parler et font ressortir nos plus grandes peurs. Une fois qu'on a fait ressortir nos plus grandes peurs, on s'acharne sur cette force surnaturelle, telle la peur qui ressort, telle la peur qui ressortait, comme le faisait faire le Hanukité. Comme le faisait faire le Hanukité, telle la peur qui ressortait, on s'acharne sur cette chose, on parle et on distribue nos peurs à cette force surnaturelle, qui s'en prend à nous et qui par la suite, avec ses lames acérées qui sont ses doigts noirs, qui se recroquevillent dans ses mains, dans ses paumes, qu'il serre et qui ensuite, pour nous attaquer, les ouvre et s'acharne sur nous. Il s'acharne sur nous avec des doigts acérés comme des lames qui sont noires, faites de fumée, cette chose, cette forme surnaturelle qui vit dans la forêt, qui a été créée par les médecins de l'horreur, qui est un mélange entre une chimère et entre la bête du Gévaudan. Les médecins de l'horreur depuis longtemps travaillaient sur un projet qu'ils n'avaient pas encore dit à tout le monde. Ils n'avaient pas encore dit à tout le monde, ni même fait part de leur projet, mais les médecins de l'horreur travaillaient sur un projet dont ils n'avaient pas encore fait part, dont ils n'avaient pas encore été montrés. Ce projet était un métamorphe entre l'ADN du Wendigo, entre la vision physique et métaphysique de la bête du Gévaudan et la violence d'une chimère. En ayant la violence d'une chimère, l'ADN d'un Wendigo et l'apparence physique et métaphysique de la bête du Gévaudan, cette force surnaturelle qu'ils ont déclenchée, cette force surnaturelle dans laquelle ils ont travaillé, s'est libérée seule, en a tué les médecins de l'horreur. Les médecins de l'horreur qui n'ont pas pu faire part de leur projet se sont retrouvés morts dans leur laboratoire. Elle s'est libérée et dispersée à travers la forêt. Désormais, elle est plusieurs et elle s'attaquera à toutes les personnes qui leur distribuent sa peur. Toutes les personnes qui leur distribuent sa peur, elle s'acharnera dessus et elle les persécutera jusqu'à ce qu'ils soient morts. C'est par la suite que j'ai compris que cette force surnaturelle fait en sorte que nous, les humains, nous nous acharnons dessus, par la peur qu'elle distribue, par la peur qu'elle nous offre, par la peur qu'elle nous fait, tel le Hanukité qui nous avait fait tellement peur. Lorsque nous l'avons vaincu, nous avons réussi à le vaincre à l'aveugle. C'était la seule manière de le faire. Seulement comment faire avec quelque chose qui nous voit, qui n'est pas aveugle, et qui fait ressortir nos peurs. On lui distribue ses peurs, et tel qu'on a peur, elle s'acharne sur nous. On tire, on lance des flèches. Avec nos armes, on les recharge, et on s'acharne sur cette force surnaturelle. Elle nous effraie, elle nous fait froid dans le dos, elle nous glace le sang. Et par peur qu'elle s'en prenne à nous, on lui distribue nos plus grandes peurs, les plus enfouies, les plus profondes, les plus noires, les plus obscures et les plus dark. On s'enfonce dans la forêt, on s'enfonce dans les profondeurs de la forêt. On n'en revient jamais. On n'en revient jamais, on s'enfonce de plus en plus. Et de plus en plus, on se rapproche d'elle, sans même le savoir. On combat contre quelque chose qui est déjà perdu d'avance. Mais Allison savait, elle savait bel et bien, lorsqu'elle s'était relevée et qu'elle avait déposé son arc par terre, qu'elle s'était désarmée de toutes ses flèches, qu'elle les avait déposées par terre. Elle dit alors à Théo que cette forme surnaturelle n'a pas de nom, n'a pas de vie, n'a pas d'âme, ne sait pas parler ni voir, mais s'acharne sur les humains.